Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve encore avec moi, Thomas Chibozo, pour un nouvel épisode du Codes. Et bonne fête de Tabaski à ceux qui tabassent les moutons. En ce jour, je ne mange pas la viande, mais je vous souhaite une bonne dégustation. Et voilà. Bien, un certain nombre de trucs que je vais... J'étais en train de suivre un truc avec Neil Tyson DeGrasse et deux autres gars, en fait, ils étaient en train de parler par rapport à la fabrique de l'espace-temps, d'accord? La discussion de, comment on appelle ça? Astronomie, en fait, la discussion astronomique et de physique, en fait, quantique dans une mesure, etc. Bref. Et ils ont évoqué, en fait, les trous de verre. Et Neil deGrasse rappelait à l'un des gars, en fait, que, en fait, à une époque donnée, il lui avait parlé de la façon dont, en fait, les trous de verre, il a expliqué le processus, mais il en venait au fait que, enfin, la conclusion de ce qu'il en, de la discussion était que les trous de verre faisaient partie réellement intégrante, au fait, de la structure même de l'univers. Ce n'est pas juste un truc genre, qui peut être créé occasionnellement ou juste d'un point de vue totalement théorique, mais c'est comme si c'est prévu par le système. Donc, ça fait partie de base ça fait partie de la fabrique de base même de l'univers, en fait. Et bon, il y avait beaucoup de, c'est une discussion de ce genre, d'accord, de ce genre, technique et à la fois scientifique et technique, d'accord, à un certain niveau donné. Donc, le troisième gars qui était là, il dit, attendez. Et il se gratte le cou, il dit, je crois que j'ai besoin de prendre la bœuf. En fait, ça, bien entendu, c'est un gars il est souvent avec eux, il mène la discussion. Il faut dire que sur beaucoup de choses, voilà, je ne sais pas exactement qui il est, mais je pense qu'il en sait, en fait, relativement pour être assis avec quelqu'un comme les États-Unis. Mais c'était totalement inattendu, quoi. Ils ont tous fait de rire parce qu'ils s'attendaient juste pas. En fait, il était tellement dépassé par ce dont ils ont parlé qu'il arrive, il faut que je prenne la bœuf, quoi. Anyway. Donc, il y a un autre truc dont je voulais parler qui est en train de échapper en dehors du truc de Netazone. Voilà. Tout à l'heure, j'avais commencé un épisode du podcast de Joe Rogan que enfin, que j'ai arrêté pour pouvoir filmer cet épisode-ci avec moi. D'accord. Et c'est Kash Patel qui est invité, le directeur du FBI, d'accord, qui est l'invité de l'épisode. C'est un épisode qui a été publié il y a 2 heures de temps, donc voilà quoi. C'est bon. Je suis pas obligé d'être hein, à la une, non, de suivre à la première seconde. Il y a 2 heures de temps que ça a été publié, donc il y a pas feu. Et pour le peu que j'ai suivi, il a abordé la question de la fentanyl qui circule aux États-Unis et qui crée beaucoup de dégâts, en fait. C'est un élément qui va être utilisé dans le domaine de la santé, mais qui, ces dernières années, a beaucoup eu d'usage dans les rues, d'accord, aux États-Unis, surtout dans l'État de Californie, où à un moment donné, tu vois les gars. C'est juste horrible, en fait. C'est un truc qui amène rapidement, en fait, et facilement. Et ils étaient d'évoquer, il expliquait comment est-ce que le FBI, en fait, maintenant qu'ils sont là, ils ont mis en place un certain nombre de trucs pour arrêter. Parce que la chose qu'ils sont arrivés à diminuer, en fait, c'est que l'usage du fentanyl, en fait, dans les rues des États-Unis au maximum. C'est ça qu'ils sont arrivés à faire un impact. Mais il expliquait que leur difficulté réelle, en fait, c'est sur les voies et moyens, en fait, de distribution. Parce qu'ils sont arrivés à mettre un blocus, une sorte de, on dit, une sorte de blocus, d'accord? Une sorte de blocus au sud, c'est-à-dire l'entrée avec le Mexique. Et bien entendu en accord, c'est-à-dire avec la coopération, d'accord, du gouvernement mexicain. Et ils sont arrivés à mettre une certaine forme de pression et
blocus aux cartels, d'accord, qui sont merci. Donc, c'est beaucoup plus difficile aux produits de rentrer par le bas. Et donc, généralement, maintenant, ils prennent par l'euro, par le Canada. Et il expliquait que la difficulté n'est pas tellement le cartel. Et de ce qu'il disait, la plupart des trucs venaient de l'Orient, d'accord, viendraient de la Chine. Pas la drogue, pas le composé, mais les éléments qui sont utilisés, la matière première, enfin, les différents éléments qui sont utilisés, en fait, pour fabriquer, en fait, le composé. Donc, c'est un peu comme si, ok, aux États-Unis, tu as la voiture, mais les pièces, on t'envoie ça par pièces détachées. Donc, tu peux pas dire, oh, non, n'envoyez plus telle voiture de chez nous, parce que ils vont juste te dire, mais on n'a jamais envoyé ce genre de voiture. Mais dans le même temps, c'est totalement technique. Je t'ai envoyé un pneu ne veut pas dire que je t'ai envoyé une voiture. Je t'ai envoyé un amortisseur, ça veut pas dire que je t'ai envoyé une voiture. Mais le fait est que, justement, si c'était si aisé, c'est ce que j'ai compris, hein, c'est pas si aisé aussi de définir les différentes pièces détachées parce que apparemment il y a différents éléments, d'accord, à partir desquels l'on peut partir pour produire cette drogue-là, en fait, enfin, la fentanyl. Et donc, c'est un peu cela, en fait, leur difficulté. Et il expliquait que, quand ils avaient commencé par mettre des blocus, les trucs ont commencé par transiter par l'Inde. Et mais le truc, c'est que les Indiens ne consomment pas ça. D'accord? Les Indiens ne consomment pas ça. Et ça va quitter l'Inde. Et même quand ça venait par le Mexique, après, ils s'arrangeaient pour envoyer ça sur Vancouver. Et les trucs étaient fabriqués, n'est-ce pas, au Canada, et rentraient par le nord dans l'État. C'est tout un réseau bien établi, bien ficelé, etc. Ouais. Et ils sont en train de travailler pour éliminer cela. J'avais juste vu quelques séquences de vidéos en rapport avec en fait, des gens qui prenaient en fait ce genre de trucs. Et dernièrement, je regardais pas un épisode cette fois-ci, mais une séquence. Pas genre généralement quand je regarde un épisode, je regarde l'épisode, d'accord. Mais là, c'était pas un épisode que je voulais regarder. C'était avec une dame, je sais pas c'est qui, mais j'ai vu ça en short. Et dans le short, en fait, ils étaient en train de regarder, en fait, un gars qu'on appelle Boozy. Boozy, c'est un noir américain, d'accord. Bon, c'est un gars que je vois souvent, d'accord, sur les trucs. C'est un peu je sais pas exactement ce qu'il fait dans la vie, mais c'est dans la culture noire américaine, il est plutôt connu, d'accord. Et le gars lui demandait, disons que c'est une sorte de référence en termes de culture de la culture de rue dans la communauté noire américaine, en fait. C'est quelqu'un qui a sorti la tête de l'eau, un peu comme euh, White. C'est Charleston, l'autre s'appelle, non? Charleston White, si j'ai bonne mémoire. Je sais plus si je prononce bien son nom. Bref, ils sont un certain nombre de personnes comme ça, d'accord, voilà, qui sont des gens de la rue, quoi. Tu vois. Donc, quand on dit de la rue, pas de la rue, c'est des gens qui ont grandi qui ont grandi dans, d'accord, le ghetto, mais qui sont devenus des gens suffisamment importants, en fait, pour voir représentatif de quelque chose et pour véhiculer, au fait, des trucs totalement positifs, constructifs aujourd'hui. Pour être des images, au fait, ok, voilà ce par quoi on est passé, nouvelle génération voilà, ne merdez pas pareil, quoi. Donc, ce genre d'individu. Donc, il expliquait, on lui demandait, entre le crack et le fentanyl, il dit, crack. Et qu'il fait de la publicité pour le crack, on parle d'héroïne, etc. Je ne fais pas de la publicité pour la drogue. Je suis juste au fait de rapporter un peu ce qui s'est passé dans le contexte. Et il expliquait que pendant des années, ils ont vu des gens utiliser l'héroïne et consorts. Voilà, ils étaient genre foireux, etc. Mais ils étaient là, ils étaient juste vivants. C'est-à-dire, tu vois le gars, il prend du crack 30 ans, 20 ans, ils ont des gars dans leur quartier, 20 ans, 30 ans, le gars, il va, il se cogne, il fait des trucs, mais il est là. Mais que dès que les gars touchent au fentanyl, ils se rendent compte. Genre, une fois, deux fois, on entend qu'il est décédé. Et que, en fait, ça n'a pas de sens de cautionner un truc qui emporte les signes, en fait, des gens qui comptent pour nous, peu importe à quel point ils sont pas parfaits. Et c'est un peu la logique de deux mots, il faut choisir le moindre. Son raisonnement, c'est celui-là, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc,
De ce point de vue, il estimait que, quitte à choisir entre les deux, qu'il est désolé, et il choisit le crack. Parce que au moins, les gars, ils sont là. Ils sont en piteux état, etc. Un jour, c'est cool, un jour, c'est pas cool. Mais avec l'autre, tu causes avec le gars aujourd'hui, demain, tu apprends qu'il n'est plus là parce qu'il a pris du fentanyl. Et c'est juste dommage, en fait. C'est juste dommage. Et donc, c'est un peu les quelques courants d'informations, en fait, que j'ai eu en rapport avec le sujet. Et ce dont Cash parlait tout à l'heure. J'ai juste suivi 15 minutes de leur présentation. Je suis sûr qu'ils vont parler de plein d'autres choses. Ce que j'espère, c'est que éventuellement Joe va évoquer naturellement les histoires sur les, les trucs qu'ils avaient pu tester. En fait, ils avaient dit qu'ils allaient publier en rapport avec l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy sur la liste de Einstein et éventuellement même sur les accusations de Musk concernant Trump étant sur la liste de Einstein. Bon, peut-être que ça va être fait. On verra bien après quand je suivrai la suite. Bien. Et Cash, il avait mis un truc relativement comme ça, comme ce que j'ai mis à l'instant. Tranquille, quoi. Il va faire son jogging, quoi. Bon, bref. Pour répondre à la question du jour, qu'est-elle? Quelle est la règle numéro un en matière de croissance personnelle? La règle numéro un en matière de croissance personnelle. Je crois que la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que vous devez toujours focus sur vous-même. C'est vous d'abord. C'est vous d'abord. Je vais emprunter un peu quelques idées à Andrew Tate. Et parce que je pense que ça rentre un peu dans cette histoire. Parce que croissance implique douleur. Croissance implique changement. Et changement implique douleur. D'accord? Parce que force de frottement avec le statu quo, c'est-à-dire dire non statu quo. Et parce que tu veux grandir, ça implique de la douleur. Douleur liée au changement. D'accord? Pas la douleur qui fait mal, parce qu'il faut faire mal juste, mais la douleur qui crée le changement, qui permet le changement. La douleur de laquelle naît le changement. Et cette douleur, la première douleur, en fait, c'est se réveiller, au fait, déjà de la réalité du monde et à sa réalité personnelle. Mais il faut toujours commencer par soi. Il faut vouloir ce changement. Et la réalité du monde, c'est que, en fait, la chose ne, rien, le monde n'est pas supposé être juste vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que le monde est comme il est. Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Ce n'est pas qu'il est bon, c'est pas qu'il n'est pas bon. Le monde est juste comme il est. Et comme on le dit, life isn't fair. La vie n'est pas juste. Pas dans le sens où en réalité la vie n'est pas juste. Je ne pousse pas trop cette vision, mais dans le sens où ne pas attendre de l'existence que, voilà, les choses soient offertes sur un plateau. Les choses ne sont pas juste supposées être comme cela. Réaliser cela et comprendre cela. Et le comprendre, c'est assimiler le fait que il y a des choses que vous voulez dans la vie que vous n'avez pas. Et là, je suis en train d'emprunter un peu les concepts à Tate. Je suis en train de relativement les exprimer un peu comme il les a exprimés parce que je pense que ça, c'est ma façon de voir la chose, mais je pense que la façon dont il les a présentés est plus facile à communiquer, je pense. Et donc, l'idée, c'est quoi? Comprendre que, ok, les choses que vous voulez, eh bien, ça ne va juste pas, on va pas juste vous les mettre dans les mains, en fait. Et que la vie n'est pas là pour vous. Non, ça ne marche juste pas comme ça.
et comprendre que votre situation, vous éveiller à votre situation et comprendre que votre situation, vous devez être inconfortable dans votre situation. Comprendre que votre situation, même si vous êtes dans un confort total, par exemple, d'un point de vue de votre vie de tous les jours, vous ne ressentez pas de, bon, vous pouvez juste vous permettre de faire le minimum possible parce qu'on aime juste rester dans ce qui est confortable. On ne veut pas aller courir, on préfère regarder un film. On veut pas aller à la salle de gym, on préfère prendre des chips, ce genre de trucs. On recherche toujours cette situation de confort, etc. Mais apprendre à être inconfortable vis-à-vis de votre position. Et parce que vous êtes inconfortable, vous vous rendez compte que, putain, il y a des choses qui manquent dans votre vie. Et vous vous rendez compte que, mais, les gens ne vous le tendent pas, ne vous le donnent pas dans la main. Et cela doit vous mettre en colère. C'est-à-dire, cela doit vous révolter de vous rendre compte que, putain, votre vie n'est pas celle, n'est pas encore celle à laquelle vous aspirez. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel de la chose, mais ce n'est pas encore ça. Et la parenthèse que je vais faire, il y avait le gars là, David Goggins, qui parlait un peu d'un truc. Je me rappelle plus exactement de comment il a exprimé, mais c'est genre, la chose qui risque d'arriver pour la plupart des humains, c'est quoi? Ils vivent cette vie, ils meurent, ils vont au paradis, et on leur ouvre un bouquin, et le livre de vie, quoi, on dit, telle personne, l'homme le plus fort du monde, champion de tel, est allé, a fait telle aventure, genre a fait un safari, a fait le tour du monde, a grimpé le Kilimanjaro, a créé la plus grande chaîne YouTube du monde, a créé le plus grand business du monde, est devenu l'homme le plus riche du monde, ce genre de truc. Et vous êtes là, bon, elle est devenue célèbre, peu importe le truc, d'accord, vous voyez de grandes réalisations, a marqué l'histoire de ce monde, tout jamais. Et vous êtes là, on lit tout cela, et vous répondez à Pierre, au fait, ce n'est pas moi. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce qui est dit. Alors, ce n'est pas vous, ce n'est pas de vous. Apparemment, il est en train de décrire quelqu'un d'autre. Et Pierre dit non, 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 non. Il continue de lire, a fait ci, a fait ça. Et vous insistez pour dire, mais, ok, que vous avez entendu toutes ces réalisations, mais que ce n'est pas vous. Et Pierre qui vous regarde et qui dit, non, qu'il s'agit bien de vous, mais mais au-delà de vous, de tout ce que vous auriez pu réaliser. C'est clair dans le livre de vie que vous êtes né avec le potentiel de réaliser tout cela. Tout cela était possible pour vous du temps où vous étiez dans le monde des humains. Tout cela est possible pour nous maintenant. Donc, comprendre que nos rêves, nos aspirations sont à une certaine position. Nous ne sommes pas encore en train de les vivre, doit créer de la révolte. Pas vis-à-vis du monde, parce que le monde ne nous doit rien, mais vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de qu'est-ce que tu fous, faut que tu te bouges le cul. C'est sympa. Une colère, comme l'a appelé à l'époque Ségolène Royal. C'est une colère qui lui a fait perdre les élections. Enfin, qui a été le prétexte pour lequel ils l'ont taclé aux élections parce que c'est mis en colère. Je crois que c'était contre Sarko à l'époque. Pour se justifier de cette mise en colère. Déjà que les gens, les gens vous disent qu'ils ne sont pas trucs là misogynes, mais ils le sont. Les gars ne voulaient juste pas d'une femme en fait pour la présidence. Et le bon truc est venu quand, je sais pas c'était quoi le contexte, elle s'est un peu emportée. Bon, pas vraiment, hein, mais bon, voilà, quoi. On trouve toujours moyen de dramatiser les choses. Et on dit, voilà, que, genre, si elle s'emporte pour des trucs comme ça, comment elle va gérer si elle est la présidente? Et pour se justifier, elle a dit non, que c'était une colère saine, etc. Alors, bon, t'es mis en colère, c'est vraiment légitime. On a l'habitude de cataloguer certaines choses totalement humaines. Non, l'humain est juste extraordinaire et bizarre. Non, voilà. Donc,
l'idée, c'est que votre situation doit vous révolter. C'est-à-dire, vous devez avoir cette colère, en fait, de fuck, ce n'est pas encore ça. Et l'autre chose, ce sont des trucs qui sont supposés vous réveiller. D'accord? Ce sont des choses qui sont supposées vous réveiller. Et ensuite, vous comprenez que, ok, personne ne vient pour vous sauver, puisque jusque la personne est venue de toutes les façons. Vous allez rester là, croiser les bras et attendre le monde? La réponse est non. Mais au-delà de ça, non seulement personne ne vient pour vous sauver, la chose qui est vraie, c'est que vous devrez pouvoir être convaincu et vous affirmer et affirmer que vous êtes capable de vous sauver. Vous êtes la personne capable de vous sauver. Vous devez pouvoir y croire, l'affirmer. Si vous ne le croyez pas, vous devez l'affirmer jusqu'à y croire. Parce que seulement ainsi, vous allez pouvoir y arriver. Et seulement ainsi, vous allez arrêter de vouloir compter sur qui que ce soit et vous mettre au putain de travail. Et seulement en ce moment, vous allez commencer par casser la coquille de l'intérieur. La croissance ne naît que lorsque vous avez le désir de grandir, de créer le changement, mais pas à vous-même. L'œuf n'éclore que de l'intérieur. Parce que le poussin, l'oiseau, il a juste envie de sortir la tête, de quitter au fait ce confort qu'est la coquille et la chaleur que lui procure indirectement sa mère tant qu'il est dans cette coquille et aller vers le monde. Sa première galère, c'est à manger, à manger, à manger, à manger. C'est sa première nécessité. Ou tout au moins, c'est la première chose que sa mère trouve le moyen de calmer. Quand le petit oisillon sort de sa coquille. Mais l'idée étant que le changement ne peut venir que de vous-même. La transformation ne peut venir que de vous-même. La poule peut prendre son bec et casser, d'accord, l'œuf, mais ça pourrait être au détriment, en fait, du poussin. En général, elle leur fait suffisamment confiance pour le laisser le faire quand le moment est bon. Si on connaît à peu près le jour, on peut juste casser, quoi. Mais non. Généralement, la vie naît de l'intérieur. Pas de l'extérieur. C'est de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Et de la même façon, pour générer de la croissance personnelle, cela doit venir de l'intérieur. Donc, la raison pour laquelle, pour répondre à la question, la règle numéro 1, c'est un retour à soi-même. Comprendre que vous êtes la clé de votre croissance. Par les cours de développement personnel, par les podcasts, etc. Vous êtes la clé. Avec ou sans podcast, avec ou sans bouquin, avec ou sans conférence, avec ou sans tout ce que vous savez. Vous pouvez faire le chemin. Parce que vous avez vous au quotidien. En réalité, vous n'avez pas vraiment besoin d'aide. La question est de savoir la technologie telle, enfin, je ne vais pas dire telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais les outils, là, de développement personnel datent de peut-être 100, 150 ans, maxi. 150 ans max. Mais avant cela, il y a eu des milliards de personnes qui ont foulé le sol de cette planète. Quoi? Il y avait aucune forme de croissance personnelle, c'est ce qu'on va suggérer? Je ne pense pas. Et même si on compte ces 150 dernières années, tout le monde n'a pas eu à faire usage d'outils. Pas que les outils ne sont pas utiles, c'est pas ce que je présume, mais ce que je présume, c'est que vous sortiez de votre esprit que tant que vous n'avez pas cela, que vous ne pouvez pas avancer, vous êtes capable d'avancer. Évidemment, c'est toujours bien qu'on a de la guidance, etc. Mais le problème, c'est comme je suivais un truc de Alex Hormosis et on lui avait posé une question sur genre quelque chose qui l'avait vraiment marqué, quelque chose qu'on lui a dit, qu'il a entendu, qui l'a vraiment marqué. Et il disait que c'était quand il avait 20 ans, 21 ans,
qui lisait un bouquin, je crois, de développement personnel, en tout cas un truc comme ça. Et dans le bouquin, le gars disait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des... Ah, comment je vais dire ça en français? Ou entrepreneurs. C'est-à-dire, ils sont pas des entrepreneurs, ils sont des entrepreneurs. C'est des gens qui n'entreprennent pas, mais qui sont dans l'état d'esprit de je veux entreprendre. Et ils se percent de l'idée qu'ils veulent entreprendre, en fait, qui sont entrepreneurs alors qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire que le plus clair de leur temps, ils le passent à lire des bouquins sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, etc. Mais ils ne font absolument aucun travail. C'est-à-dire qu'ils lisent mille et un bouquins sur l'entrepreneuriat, mais il ne se lève jamais pour monter aucun business. C'est-à-dire, il n'a jamais pris l'initiative au fait de se lancer dans quoi que ce soit d'un point de vue de l'entrepreneuriat. Mais il en connaît des bouquins. Et encore une autre référence, il y a Dan Peña qui évoquait une fois, il disait un truc, je préfère écouter celui qui a monté un business, d'accord, et qui a échoué. Au moins, il a monté une fois un business qui a échoué plutôt que celui qui a lu 1000 bouquins sur comment monter, comment maintenir un business. Je préfère celui qui a déjà au moins essayé une fois. Je préfère l'écouter lui. Il a plus à m'enseigner. Et donc, c'est le même état d'esprit. Comprendre que même si vous n'avez pas ne vous sentez pas seul, même si vous n'avez pas de soutien, parce que vous allez lire beaucoup de choses, mais il y a tellement d'informations que généralement vous ne savez même pas quoi en faire. Mais même si vous n'aviez pas ce genre de support, que vous êtes capable de vous en sortir. C'est à ce point-là que vous devez comprendre et intégrer que vous êtes la personne capable de vous sortir de ce merdier. Vous êtes fait pour cela, vous êtes né pour cela. Vous en êtes capable. Pas vous en êtes capable à condition que vous ayez tel support ou tel coach soit avec vous. Non, vous êtes suffisant. À vous-même, vous êtes suffisant. Ce n'est probablement pas, ça va demander beaucoup plus d'observation et, quelle que soit la façon dont on va tourner ça va vous demander de l'observation et de l'intuition. Ça va vous demander, au fait, oui, beaucoup pas forcément de l'autocritique, mais de l'auto-observation. Forcément, vous devez pouvoir vous analyser, pas vous décortiquer, mais genre, observer vos grandes tendances, etc. Et décider, au fait, de trucs. C'est un vrai retour vers soi. Et quel que soit le bouquin que vous lisez, soit vous lisez l'histoire de personnes qui l'ont fait ou des bouquins d'histoire, enfin, de personnes qui vous incitent à le faire, en fait. Parce qu'aucun bouquin ne le fera pour vous de toute façon. Donc, plutôt que de perdre le temps à lire mille et un livres, autant mieux faire votre propre histoire. Pourquoi? Parce que aucun de ces bouquins ne pourra se substituer à vous, votre propre histoire. Vous ne pourrez jamais substituer cela. C'est-à-dire, si je fais des pompes, ce n'est pas vous qui prenez du muscle. C'est pareil. Donc, que ce soit l'auteur que vous lisez qui l'a accompli dans sa vie ou pas, le résultat ne peut pas se transposer au fait sur votre existence. Vous ferez mieux de vous mettre au travail, de ne compter que sur vous. Ça revient encore à ça. Vous ne pouvez compter que sur vous pour la tâche. Donc, vous savez c'est quoi la tâche à faire. Et c'est un joie à la fois. Je pense qu'il faut faire preuve de patience vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des résultats que l'on attend. Et il faut faire preuve de persévérance. Les deux allant de pair et de pair. D'accord. C'est mon point sur la chose. Faites-vous suffisamment confiance pour commencer le chemin. Décidez au fait des choses que vous voulez améliorer. Une chose à la fois, ce n'est pas une course. Parce que généralement, il y a un retentissement de nos efforts sur toutes les sphères de notre vie. C'est-à-dire, une chose que vous allez changer va vous permettre de changer éventuellement d'autres choses. Donc, avant que vous vous rendez compte, vous aurez réalisé des centaines de kilomètres. Et c'est juste magnifique. C'est, comme on le dit, un pas à la fois. D'accord? Maintenant, si éventuellement vous voulez tacler les choses sur plusieurs fronts, c'est
fantastique. Et les plus grands fonds, en fait, que l'on va connaître, on peut décliner trois grands fonds, mais de ces trois grands fonds, on va décliner 6 axes de l'existence. Les trois grands fonds vont être le physique, ce n'est pas dans l'ordre, d'accord? Le physique, le mental et le financier. Quel que soit ce que vous allez tacler, ça va tourner dans ça. Donc, le physique, il y a la santé, d'accord, etc. Le mental, il y a le spirituel, il y a vos relationnels avec vos familles, etc. aussi. Et il y a aussi la santé mentale. Le financier, il y a vos investissements, il y a votre carrière, votre relationnel encore. Donc, il y a certaines choses qui vont se superposer. Et je viens d'évoquer je pense vraiment à peu près déjà tous les 6 grands axes qui découlent au fait de ces 3 piliers. Je pense que j'ai évoqué les 3 piliers une fois dans une discussion. Mais pour les 6 axes, je ne sais plus trop. Et donc, on va dire le spirituel et le physique. D'accord? Spirituel, physique. On va dire santé, famille, carrière et finance. Ça vous fait les 6. Maintenant, quand on dit physique, naturellement, il y a la façon dont vous avez décidé de progresser et comment vous allez mesurer le progrès sur l'axe du physique. L'axe du physique, il y a, ok, l'exercice physique que vous allez faire. Est-ce que vous avez décidé d'aller en salle? Vous allez faire des exercices chez vous, vous allez faire des pompes, c'est-à-dire, etc., des squats. Vous devez décider si vous devez courir, combien de fois, etc. Et vous pouvez mesurer, en fait, votre progression. Et votre respect, en fait, de décisions que vous avez prises. Il ne s'agit pas de faire des trucs intenses, mais il s'agit d'être en mouvement de ce point de vue. Et ça, c'est si sur le plan physique, ok, on prend les exercices. D'accord? On prend le sport. Mais le physique, c'est aussi les autres choses que vous faisiez pour vous-même. Si vous avez besoin de massage ou bien de vous coller 20 choses, ça fait du bien. Vous voyez ce genre de truc. Mais ce n'est pas vraiment là que je mettais mon idée. L'autre chose que je mets aussi dans le physique, c'est tout ce qui me permet d'entretenir ma santé physique. D'accord? Maintenir ma santé. Si je dois prendre des compléments alimentaires, on peut mettre cela dans l'axe de la santé. Mais naturellement, il y a certains éléments qui vont avoir un impact réel et direct au fait sur le physique. Par exemple, si je décide de prendre la créatine, à tout point de vue, est totalement OK. Que ce soit pour les activités sportives et pour le cognitif. D'accord? La créatine, par exemple, c'est un élément que peut décider de prendre et qui va cocher les cases, en fait, dans les deux axes. Et donc, etc. Lorsque vous prenez votre relationnel, ça peut être votre relationnel de façon professionnelle, ça peut être votre relationnel avec votre famille que vous avez bâti, ça peut être votre relationnel avec vos amis. Donc, comment est-ce que vous progressez, en fait, sur chacune de ces voies? Spirituel, c'est pareil. Vous faites le même exercice. Sur le plan de la santé, de façon générale, c'est pareil. On va dire santé, on va parler de la santé mentale, de façon générale, de la santé physique, d'accord? Et là, éventuellement, c'est quoi les choses que vous faites? Vous dormez à temps, votre qualité de vie quotidienne, votre hygiène alimentaire, c'est quoi le genre de truc que vous mangez, combien de fois vous mangez, quelle est la qualité des trucs que vous mangez, ce genre de trucs. Et généralement, nous savons ce qu'il faut faire. C'est juste que nous avons tellement pris l'habitude, l'humain a tellement pris l'habitude de faire autre chose que des fois, il va jusqu'à oublier qu'il faut faire et ce qu'il faut faire. Mais nous savons. Et si vous ne savez pas, en réalité, il n'y a pas d'excuse. Parce que les mêmes endroits où vous trouvez le bouquin pour le développement personnel, vous allez trouver toutes les informations qu'il faut pour votre progression en réel personnelle, sans que ce soit des bouquins, forcément. C'est-à-dire, vous avez Internet aujourd'hui que vous allez utiliser pour chercher le dernier bouquin de tel auteur, de Tony Robbins,
épisode de telle personne, etc. C'est vous qui connaissez toutes les phrases de Jim Rohn Parker. Fantastique. Faites des recherches sur comment améliorer votre santé physique, comment améliorer votre hygiène alimentaire, etc. Comment manger plus sain, comment équilibrer votre microbiome, la santé de votre système digestif, comment améliorer votre concentration, comment vous sentez, etc., etc. Tout est disponible sur le même internet là. Et donc, encore une fois, vous n'avez que vous. Et il n'y a que vous qui puissiez le faire pour vous-même. Il n'y a personne d'autre. Ce n'est le job de personne d'autre. Et personne d'autre ne peut vraiment le faire pour vous de toute façon. Donc, la règle numéro 1, c'est que c'est vous. C'est vous le centre de tout, de votre croissance. C'est vous le déclencheur de la croissance. C'est vous le maintien de la croissance. Et c'est vous qui décidez de à quel point vous allez croître. Vous devez le vouloir. Vous devez être enragé par votre situation actuelle et en vouloir plus. En vouloir encore beaucoup plus pour créer en fait ce changement. Et être super actif, proactif. Pas juste être enragé et puis l'instant d'après vous êtes distrait en fait par votre portable. Non, vous êtes enragé, vous en voulez plus et la chose que vous faites dès le moment là, c'est commencez déjà par planifier. Ce que vous voulez vraiment déjà changer. Est-ce que c'est d'un point de vue physique? Est-ce que c'est d'un point de vue psychologique? Est-ce que c'est d'un point de vue financier? En règle générale. D'accord? Et à partir de là, allez dans les détails pour voir, ok, voilà comment je veux que les choses soient. Voilà comment les choses sont. Qu'est-ce que je peux faire au quotidien, jour après jour après jour, qui éventuellement, effet cumulé, va me permettre de générer ou de me retrouver dans cette position que je veux. C'est toujours mieux d'être dans ça, d'être en train d'avancer dans ça jour après jour, que d'avoir déjà lu 500 bouquins sur comment faire ça. Franchement, c'est toujours mieux d'avoir commencé ça qui ne ressemble à rien parce que ce n'est pas supposé ressembler à quelque chose. Lorsque l'on plante une graine, vous avez le bout de pouce qui sort du sol, ça ressemble à que dalle. Mais avant qu'on s'en rende compte, nous avons un joli manguier avec de très jolis mangues, bien jaunes, délicieuses. Rien qu'à vue d'œil, on a juste envie de le cueillir. On les voit mûrir. On attend juste le bon moment pour les cueillir. Bon, mais ça a commencé tout petit. C'est comme ça. Donc, ne pas être intimidé par la grandeur de la tâche et ne pas sous-estimer, en fait, la petitesse de ce qui est accompli au quotidien. Donc, je nous exhorte à nous retourner vers nous-mêmes et à être pour nous-mêmes notre propre sauveur. Sur ce, je vous dis bonsoir.